Bonsoir. La France est un pays exceptionnel et les Français adorent qu'on le répète. On a les 35 heures, le record du nombre de ronds-points dans le monde, une institution qui prélève des impôts dédiés à financer un cinéma qui est absolument créatif et pas du tout insipide. On utilise encore la psychanalyse comme traitement de l'autisme alors que les autres pays se basent sur la méthode scientifique pour ça, les gros nuls. Et on a l'Académie française pour nous dire comment écrire le mot oignon. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on fait la liste des exceptions culturelles françaises, on rate généralement quelque chose de très fondamental. Cette chose est quasiment inconnue du grand public, mal comprise des spécialistes, et elle a pourtant eu des implications monumentales sur l'histoire de notre pays, qu'on ressent encore d'ailleurs aujourd'hui. La France est le premier pays à avoir fait sa transition démographique. Au monde. La transition démographique, c'est le moment historique où un pays passe de « les familles font beaucoup d'enfants dont la moitié ne survivent pas jusqu'à l'âge adulte » à « les familles font peu d'enfants et ils survivent beaucoup mieux ». C'est un phénomène qui est unique dans l'histoire de l'humanité, et il a eu lieu dans la plupart des pays occidentaux après la révolution industrielle au 19e siècle. L'exemple idéal, c'est l'Angleterre. En Angleterre, la transition démographique s'est faite après le développement de la médecine, des métiers à tisser mécaniques, de l'invention du moteur à vapeur, après l'éducation de masse, etc., etc. Tous ces progrès technologiques et sociaux ont réduit la mortalité infantile de moitié dès les débuts 1800, et le nombre d'enfants par femme a commencé à diminuer à partir de 1850. Ce schéma britannique a été reproduit dans la plupart des pays industrialisés de la planète. C'est quasiment une constante dans l'histoire moderne de l'humanité. Sauf en France, qui a fait les choses à sa manière, comme d'habitude. Dans notre pays, la transition démographique s'est faite avant la révolution industrielle, et elle s'est aussi faite un siècle avant tout le monde. Pourquoi ? Eh ben, c'est une très bonne question. Et elle n'est pas juste intéressante pour l'anecdote historique, parce qu'aujourd'hui, l'humanité vit des changements démographiques qui sont extrêmement rapides et qui vont avoir un impact sur nos vies et celles de nos descendants. La façon dont la population française a totalement changé il y a 300 ans peut en fait nous aider à comprendre ce qui va se passer dans le futur. Vous allez le voir très vite, la transition démographique française a été mise en évidence grâce à l'analyse d'arbres généalogiques qui remontent jusqu'au XVIIIe siècle. Et si vous aussi vous voulez connaître votre arbre généalogique, vous devriez jeter un coup d'œil à MyHeritage, qui sponsorise cette vidéo. Et je suis très fier de cette transition. Tu veux faire l'OP ? Donc, vous ajoutez vous, puis vos parents, puis vos grands-parents, et là, le site va commencer à vous proposer plein de connexions avec plein d'autres personnes. Des actes de naissance, des actes de décès, des coupures de presse. Il y a des millions de documents dans lesquels le site va chercher pour vous aider à faire des connexions. Il va aussi croiser avec des infos que d'autres personnes ont mises sur le site, comme des lointains cousins par exemple. Et dans mon cas, c'est des oncles qui se sont chauffés à faire une partie de l'arbre généalogique. Donc merci mes tontons, vous êtes fort sympathiques. Là par exemple, il y a cette fonctionnalité qui s'appelle Instant Discovery. Donc si je clique, est-ce que c'était la même ? Oui, c'était la même. Paf, voilà. Donc là, je viens par exemple de rajouter toute une partie de l'arbre généalogique. Voyons ce que ça donne. Waouh! Ça a rajouté 40 personnes et 8 photos à mon arbre. Donc là, la fonctionnalité Instant Discovery m'a permis de remonter jusqu'en 1792. Donc c'est pas loin d'être la période historique qui m'intéresse dans cet épisode. Coïncidence. Le site vous permet aussi d'animer des photos d'époque pour essayer de rendre un peu plus vivant. Une approbation, avoir un ancêtre qui m'approuve. Elle avait pas l'air commode quand même, l'ancêtre, hein. En cliquant sur le lien en description ou en scannant le QR code qui doit être quelque part à l'écran, vous aurez accès à 14 jours d'essai sans engagement pour essayer de retracer vos propres origines. Je trouve assez chouette de voir tous ces gens dont on porte les gènes mais qu'on n'a jamais connus et d'essayer d'imaginer la vie qu'ils ont dû avoir. C'est assez waouh. Et d'ailleurs, en parlant de ça, revenons à notre sujet et essayons de voir comment et pourquoi ils ont fait une transition démographique avant tout le monde. Regardez cette carte. Elle a été dressée au XVIIIe siècle par la famille Cassini. C'était le premier ensemble de cartes détaillées du Royaume de France, et ce projet leur a pris 4 générations. C'est un document incroyable, d'une précision qui est hallucinante pour l'époque. La carte est disponible en ligne, et j'y ai d'ailleurs passé plus de temps que j'oserais l'admettre, et une chose qui m'a frappé, c'est que les grandes villes étaient vraiment petites à l'époque. Les Cassini n'ont pas vraiment dessiné les habitations, mais en regardant certains points de repère, on peut quand même avoir une idée de la taille des villes. Regardez par exemple Montpellier dans les années 1750. Ça c'est l'aqueduc et ça c'est l'esplanade du Pérou. Ils étaient en dehors de la ville à l'époque, alors qu'aujourd'hui, la ville elle a grandi tout autour. On peut faire pareil avec d'autres villes comme Toulouse, Lyon, Melun évidemment, première ville de France, ou Bordeaux qui était à l'époque en train de vivre un boom économique énorme et qui était donc très très grosse par rapport aux autres. Pourquoi Bordeaux était aussi riche au XVIIIe siècle ? Alors ça, c'est une très très bonne question. Et ce que je vous propose, c'est de la poser aux Bordelais et de leur demander quelle économie ils faisaient à l'époque. Je suis sûr qu'ils seront très contents de vous expliquer leur histoire. Bref, ce qui ressort de cette carte, c'est que les grandes villes de l'époque étaient relativement petites. Et entre elles, il y avait surtout beaucoup de vide.
En fait, la densité du royaume de France de l'époque était extrêmement faible. Voici une estimation de la densité de population française en 2010, 1911 et 1806. On voit que plus on remonte dans le temps, plus la population est rurale. Jusque-là, pas de surprise. En revanche, c'est intéressant de comparer avec un pays voisin comme l'Angleterre. Le pays était beaucoup plus densément peuplé, et même pour l'époque, la France était un pays qui était assez rural. C'est une donnée qui est essentielle pour comprendre l'exception française. Imaginez que vous naissiez dans le royaume de France il y a 300 ans, juste avant la transition démographique. Au XVIIIe siècle, c'était un pays en voie de développement, selon les critères actuels. Sous le règne de Louis XV, le PIB par habitant était près de la moitié de celui de l'Angleterre, et seulement un adulte français sur 3 savait lire et écrire. Vous auriez donc probablement été analphabète, mais ça n'aurait pas eu énormément d'impact sur votre vie de toute façon, puisque vous n'auriez pas eu grand-chose à lire. Oui, il n'y avait pas énormément de bouquins dans la campagne. La population française était largement rurale, et elle ne parlait majoritairement pas français. En dehors de Paris ou de la vallée de la Loire, ça parlait un des 46 dialectes et langues du territoire. Franco-provençal, dauphinois, saintongeais, bergeracois. La diversité linguistique était énorme. Cette carte des archives nationales montre que les dialectes étaient parlés à une échelle très petite. Ma famille vient de Haute-Loire d'un côté et du Jura de l'autre, donc ils parlaient cévenol d'un côté et comtois franco-provençal de l'autre, et je pense qu'ils auraient eu du mal à discuter ensemble. On dit souvent que le passé est un pays étranger, et clairement, communiquer avec nos ancêtres serait un problème. Mais surtout, leur vie et la nôtre n'a pas grand-chose à voir. Après être né, vous auriez eu à peu près une chance sur 2 de survivre jusqu'à l'âge adulte. Près de la moitié des enfants mouraient avant leurs 15 ans, et ce qui est étonnant, c'est que ce ratio est à peu près fixe, quel que soit le pays, et surtout, quelle que soit la période historique. Des analyses faites sur des sites de l'âge du fer en Espagne ont montré qu'à peu près 45% des enfants ne survivaient pas, et c'est la même chose qui ressort d'études qui ont été faites sur le Japon médiéval, sur l'Égypte romaine, ou même sur le Pérou d'il y a 2000 ans. Ces données sont très solides, et les implications sont tout simplement affreuses. C'est absolument fou d'imaginer qu'à l'exception de quelques générations qui vivent dans certains pays précis de la planète, c'est-à-dire nous, tous les parents de l'histoire ont vu près de la moitié de leurs enfants mourir. Cet article a essayé d'estimer le nombre de morts que ça représente depuis le début de l'histoire de l'humanité. Près de 50 milliards de décès. La moitié des humains nés au cours de l'histoire de notre espèce sont morts avant de devenir adultes. C'est hallucinant, et ce drame inexorable a dû créer une souffrance immense pour des parents qui ne pouvaient rien y faire, sinon faire d'autres enfants. Dans la France de Louis XV, chaque femme faisait 6 enfants et demi au cours de sa vie en moyenne, mais pour autant, la population ne grandissait pas vraiment. Les populations pré-industrielles étaient coincées dans ce qui a été nommé le piège malthusien. Chaque augmentation de la productivité, agricole par exemple, amenait à une augmentation de la population parce que les enfants survivaient mieux ou que les parents en faisaient plus, ce qui amenait à partager ces nouvelles ressources avec plus de gens. En bref, l'économie était un jeu à somme nulle, et la conséquence, c'est qu'au cours de notre histoire, et même de notre préhistoire, les ressources par personne, les revenus, le PIB par habitant, tout ça est resté très stable. À Babylone, il y a 4 millénaires, un travailleur manuel gagnait 7 kilos de blé par jour. À Athènes, 1500 ans plus tard, il gagnait assez d'argent pour s'acheter 10 kilos de blé. En Angleterre, plus de 2000 ans plus tard, le salaire d'un travailleur était équivalent au prix de 6 kilos de blé. En 4000 ans, la ressource par travailleur n'a pas bougé. Quelle que soit la métrique par laquelle les historiens et les économistes prennent ce sujet, le constat est à chaque fois le même. À l'exception des épidémies et des guerres occasionnelles, le PIB par habitant est resté incroyablement stable au cours de l'histoire. Le célèbre révérend Thomas Malthus a formalisé ce problème en remarquant que tant que la création de nouvelles ressources mènerait à de nouvelles naissances, la pauvreté se maintiendrait comme elle s'était maintenue pendant des siècles et des siècles. Ces écrits ont créé beaucoup de débats parce que, paradoxalement, la théorie de Malthus était complètement nulle pour expliquer la période qui a suivi sa vie. En fait, il a eu la malchance de se rendre compte d'un phénomène au moment où il disparaissait. Bon, ça arrive, mais les données lui donnent raison pour les périodes historiques avant. Dommage. Bref, l'existence il y a 300 ans était celle d'un équilibre horrible. L'équilibre de la misère. Beaucoup de naissances, beaucoup de décès et aucune amélioration majeure de la qualité de vie à des siècles d'écart. Ambiance. Désolé, mais si je dis ça, c'est justement pour exprimer à quel point le vécu de nos ancêtres était extraterrestre par rapport au nôtre. Et surtout pour insister sur une chose, ce qui s'est passé ensuite est incroyable. Regardez ce graphique. Ce qu'on voit, c'est que la mortalité infantile reste autour de 50% pendant des millénaires, et puis quelque part au 19e siècle, elle décroche. En 2 siècles, elle tombe à quelques pourcents, là où elle est aujourd'hui. En France, c'est la même courbe. 25, 5, et aujourd'hui, moins de 1%. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut faire un petit détour rapide par l'Angleterre, qui a été la pionnière dans la méthode, on va dire, classique pour sortir du piège malthusien.
La révolution industrielle en Angleterre est apparue grâce à une série de circonstances uniques qui n'existaient nulle part ailleurs en Europe et qui ont augmenté la partie production de ressources de l'équation dans des proportions jamais vues auparavant. Regardez ces cartes. Celle-là montre que le pays avait des ressources en charbon abondantes dans son sol, facilement accessibles. Celle-ci est une carte de la densité de la population avant la révolution industrielle. La population anglaise était plus urbaine qu'ailleurs, à la fois assez riche pour créer une demande de biens de consommation manufacturée et qui coûtait suffisamment cher à employer pour que des investisseurs et des inventeurs aient de très bonnes raisons d'essayer de mécaniser la production pour dépenser moins en salaire. Et celle-là, c'est les routes commerciales de la Compagnie britannique des Indes orientales. L'empire colonial avait de très nombreuses ressources qui étaient prêtes à être transformées, comme le coton ou la soie, et de très nombreux potentiels acheteurs de produits finis. À notre empire colonial. À notre empire colonial. Ces trois cartes montrent que les conditions idéales pour la révolution industrielle étaient réunies dans ce pays. Grâce à l'invention de plusieurs générations de pompes et de moteurs à vapeur qui permettaient de pomper l'eau en dehors des mines, le charbon a pu être miné de plus en plus profond, et ce charbon était utilisé dans des nouveaux fours à réverbères qui produisaient du fer dans des quantités jamais vues auparavant. Entre 1700 et 1800, la production de fer britannique s'est multipliée par 15 et a alimenté les autres industries. L'industrialisation fait boule de neige et elle touche tous les domaines. L'industrie du textile se mécanise et en 50 ans, entre 1800 et 1850, la production de coton décuple. Quand on parle de la révolution industrielle, on se focalise en général sur l'invention du moteur à vapeur de James Watt, parce que c'était effectivement important et que ça simplifie tout. Mais c'est très réducteur. Des versions de ces machines existaient un siècle avant celle de Watt, et toute la période a vu en fait une abondance d'innovations incrémentales qui amélioraient les concepts précédents. Et surtout, les inventions ne fonctionnaient pas en vase clos. Les moteurs à vapeur alimentaient des tours mécaniques qui fabriquaient des pièces détachées standardisées, qui allaient ensuite servir à assembler des métiers à tisser, et ainsi de suite. Enfin, cette période a aussi changé les règles de la société. Le système dans son ensemble avait besoin de plus de gens avec une éducation formelle, capables de concevoir et de réparer ces machines, de gérer les usines, et donc l'éducation est devenue un critère essentiel pour l'embauche. Ça vaut également pour l'agriculture. La révolution agricole britannique augmente les rendements, donc plus de gens évitent de mourir de faim, ce qui est toujours chouette, et les progrès de la médecine réduisent également la mortalité infantile. Des gens comme Jon Snow découvrent que c'est une mauvaise idée de laisser l'eau publique se faire contaminer par du choléra, sinon les gens finissent en général par mourir du choléra, et d'autres comme Ignace Semmelweis essayent de convaincre les médecins de se laver les mains entre le moment où ils dissèquent les cadavres et le moment où ils aident des bébés à venir au monde. C'est pas une blague. C'était courant à l'époque, et Semmelweis n'a pas vraiment réussi à convaincre beaucoup de médecins de son vivant. La profession entière s'est liguée contre lui et ses idées un peu trop avant-gardistes, et il a fini par mourir de mauvais traitements dans l'asile où il a été envoyé de force. L'époque victorienne. Nostalgie. La révolution industrielle n'était pas une époque fabuleuse. Le travail des enfants, la pollution au charbon, la famine irlandaise, l'asservissement d'une partie de la population, la skincare à base de plomb et d'arsenic, tout ça en fait une période où vous voudriez pas passer vos vacances. Mais regardez le graphique de tout à l'heure. Après des siècles de stagnation, le PIB par habitant et la population n'ont plus été limités l'un par l'autre. La population explose en même temps que les ressources par personne. L'économie n'est plus un jeu à somme nulle, les règles du jeu ont changé. Évidemment, ça a pris des générations et énormément de misère humaine, mais en créant une production par habitant très importante, l'Angleterre a réussi à s'échapper du piège malthusien et elle est passée d'un monde avec beaucoup de naissances et beaucoup de morts à un monde avec beaucoup de naissances et moins de morts. Ça, c'est l'étape numéro 2 de la transition démographique, et l'étape suivante a consisté à réduire le nombre d'enfants par femme. En 1815, une femme britannique faisait en moyenne 6 enfants, et un siècle plus tard, elle n'en faisait plus que 3. Ce phénomène s'est déroulé à peu près comme ça dans de très très nombreux pays de la planète, d'abord avec une augmentation de la productivité par habitant, puis une sortie du piège malthusien, puis une explosion de la population, puis une diminution du nombre d'enfants par femme. Tout le monde a suivi ce schéma, sauf, bien sûr, la France. Avant de parler de l'exception française, il faut comprendre pourquoi toutes les femmes du monde industrialisé ont arrêté de faire des familles très nombreuses. C'est vrai que c'est quand même assez étonnant. Comment ça se fait que dans des pays aussi différents culturellement que la Pologne, la Malaisie, l'Iran ou le Botswana, le phénomène est à chaque fois le même? Les gens ne se concertent pas, mais spontanément, toutes les familles après l'industrialisation font moins d'enfants qu'avant l'industrialisation. Il y a une littérature scientifique abondante sur le sujet, et c'est littéralement impossible de résumer ça en 3 minutes. Donc ce que je vous propose, c'est de résumer ça en 3 minutes. L'éducation des femmes. C'est le principal facteur derrière la baisse de fécondité, et ça a été prouvé encore et encore dans la littérature scientifique.
Ce graphique montre que pour la majorité des pays de la planète, augmenter le nombre d'années passées à l'école a diminué le nombre de bébés que les femmes auront dans une vie. Prenons la Thaïlande par exemple. Dans les années 50, les femmes restaient à l'école jusqu'à 16 ans et demi en moyenne et elles faisaient 6 enfants et demi dans leur vie. En 2020, elles étudiaient jusqu'à 24 ans et elles faisaient 1,2 enfants en moyenne. Il y a peu de règles qui marchent de la même façon dans toutes les cultures, surtout sur 200 ans d'histoire, mais l'une d'entre elles, c'est clairement que permettre aux filles d'étudier 6 ans de plus a pour effet de diminuer de moitié le nombre d'enfants qu'elles auront. Et ça, c'est fort. Il y a plein de choses qui expliquent ce phénomène. Les femmes plus éduquées ont plus d'informations sur la contraception. Elles ont plus de connaissances nécessaires pour éviter à leurs enfants de mourir jeunes, notamment sur la santé. L'éducation les amène également à avoir des métiers prenants, plus payants et stimulants que de rester à la maison et de faire des gosses, et ce graphe nous en donne la confirmation. Bon, c'est pas très parlant comme ça, on est d'accord. Chaque pays est une flèche, et la plupart vont en haut à gauche. Ce que ça veut dire, c'est que le nombre d'enfants diminue, donc ça va à gauche, quand la participation des femmes dans le marché du travail augmente. Donc ça va en haut. La conclusion, c'est que les gens qui étaient effrayés par la surpopulation au début du XXe siècle auraient peut-être mieux fait de s'intéresser aux droits des femmes plutôt qu'à lancer des programmes de stérilisation massifs sur des populations vulnérables. Dommage, petite bourde. La survie des enfants. Les enfants mouraient moins pendant et après la révolution industrielle que avant. Plusieurs travaux montrent que ce simple fait aurait amené les parents à moins se reproduire. Dans le passé, les parents qui voyaient un de leurs enfants mourir décidaient parfois d'en refaire un autre pour remplacer le disparu, en quelque sorte. Souvent, le nouvel arrivant prenait d'ailleurs le même prénom que le précédent. Ils pouvaient aussi anticiper la mort probable d'un enfant et faire un enfant en plus au cas où, ce qui avait d'autant plus de sens que les enfants étaient une force de travail importante dans la famille rurale. Comme le dirait un économiste, les parents qui avaient besoin de bras pour assurer le travail dans les fermes assuraient leur capacité de production en se reproduisant un peu plus. Par exemple, mes ancêtres étaient des ploucs du dernier degré. Un de mes oncles a fait un gros travail pour retracer les arbres généalogiques de ma famille et il s'est rendu compte que la branche qui vient du Massif central avait parfois 14 enfants par couple. Il fallait des bras pour faire les foins, apparemment, et c'était probablement pareil chez vos ancêtres aussi. Il a fallu attendre 1830 pour qu'un mouvement militant cherche à légiférer le travail des enfants, et ça a pris près de 11 ans pour qu'une loi apparaisse enfin. Mais le pire, c'est que cette loi n'a pas interdit le travail des enfants, elle cherchait juste à l'encadrer. Les enfants devront, pour être admis, avoir au moins 8 ans. De 8 à 12 ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de 8 heures sur 24. Ah bah, ça va alors. Les enfants de 8 ans ne faisaient pas plus de 48 heures par semaine dans les usines. Ça va. En France, il a fallu attendre 40 autres années pour que Jules Ferry oblige les parents à envoyer leurs enfants à l'école et qu'ils ne soient plus une force de travail. Bref, une fois qu'il n'était plus rentable économiquement de faire des enfants à l'appel, les gens ont arrêté de faire des enfants à l'appel. Plein d'autres facteurs. Les normes sociales, l'influence des médias, des pays voisins, le planning familial, l'accès à la contraception, tout ça joue aussi, évidemment, et c'est complexe. À la base, il s'agit d'un choix individuel ou de couple, donc de très nombreuses raisons influencent ce choix. Mais statistiquement, et sur plus d'un siècle, on finit par voir des tendances dans ces raisons très personnelles. Cependant, ce qu'on voit très bien, c'est que tous ces facteurs sont très dépendants d'une chose, c'est d'être d'abord sortis du piège malthusien. Que les enfants ne travaillent plus dans les champs, qu'ils ne meurent plus en bas âge, qu'ils aillent à l'école, que la contraception soit facilement accessible, que les femmes aient accès aux mêmes opportunités économiques et puissent décider de faire des études, tout ça n'existait pas dans les sociétés agraires pré-industrielles. Non. Et c'est pour ça qu'en général, la transition démographique s'est faite sur le modèle anglais, après avoir augmenté brutalement la production par habitant. Sauf en France. La France de Louis XV était un pays très rural, donc totalement prise dans le piège malthusien, les femmes faisaient 6 enfants au cours de leur vie et la moitié d'entre eux n'atteignaient jamais 15 ans. Mais malgré tout ça, la France était peuplée. Très peuplée. Avec 25 millions d'habitants dans le royaume de Louis XV, il y avait 5 fois plus de Français que d'Anglais. Le royaume a largement profité de cette démographie pour accomplir ses objectifs, souvent militaires. Au siècle précédent, l'empire colonial de Louis XIV s'étendait largement en Amérique du Nord et de nombreux comptoirs de commerce français étaient éparpillés entre l'Inde, la Thaïlande ou la Chine. En Europe, les troupes françaises qui étaient mobilisées dans des conflits continentaux étaient aussi nombreuses que tous ses adversaires réunis. Pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg, il y avait d'un côté les provinces unies des Pays-Bas, le Royaume d'Angleterre, le Saint-Empire romain germanique, le Duché de Savoie, la monarchie espagnole, le Royaume de Suède, le Royaume du Portugal et le Royaume d'Écosse, et de l'autre, le Royaume de France. Seul.
Notre pays a été très très longtemps la terreur du continent, et c'est en partie grâce, ou à cause, de sa population très importante. Si les choses avaient continué à ce rythme jusqu'à aujourd'hui, et que les femmes françaises avaient eu autant d'enfants que celles des pays voisins au cours des siècles qui ont suivi, la population de la France serait aujourd'hui autour de 250 millions, et on serait le 5e pays le plus peuplé au monde, au lieu d'être le 23e. 70 millions de Français, c'est déjà pas facile à supporter, mais alors 250 ? Non merci. Regardez cette carte, qui montre la date de la chute de la fécondité dans les régions d'Europe. On voit clairement que la France est une anomalie qui a commencé sa transition démographique en 1830 ou avant. Les données de recensement ne permettent pas d'estimer la fécondité plus tôt, mais Guillaume Blanc est un chercheur français qui a travaillé sur le sujet et il a trouvé une méthode détournée très astucieuse. Il a accepté de répondre à mes questions dans une interview écrite. J'ai toujours voulu travailler sur ce sujet, mais je pensais que les données n'existaient pas à grande échelle. En général, les démographes historiques bossent village par village, à la main, avec les registres paroissiaux. C'est précieux, mais très local, très lent, et difficile à généraliser à tout un pays. Puis un jour, pendant mon doctorat, je prenais un cours à Harvard, et mon prof, Nathan Nunn, m'a montré un papier qu'il avait vu passer sur Twitter, publié par des data scientists. Ils avaient récupéré des millions de profils généalogiques, et j'ai tout de suite vu le potentiel. Et là, surprise, en explorant les arbres généalogiques, je vois que la fécondité commence à baisser dès les années 1760, bien avant la Révolution française. Il obtient ce graphe. En l'espace de 2 générations, le taux de fécondité est descendu en dessous de 4 enfants par femme, au moment où, en Angleterre, il explosait jusqu'à 6 enfants par femme. Cette diminution de la fécondité a eu lieu un siècle avant la Révolution industrielle, et toutes les explications qu'on a vues avant ne marchent pas, puisqu'elles dépendent de la Révolution industrielle. Les femmes françaises ne faisaient toujours pas d'études à l'époque, les enfants travaillaient toujours dans les champs et mouraient toujours autant, et malgré ça, les Français de l'époque ont, semble-t-il, décidé de moins se reproduire. Pendant longtemps, personne ne savait vraiment pourquoi. Certains auteurs ont proposé que la contraception était plus ancrée en France, sans vraiment réussir à le prouver. Une autre hypothèse, c'est que la Révolution française a changé les droits de succession. Avant la Révolution, les fils aînés héritaient de la totalité du patrimoine, et après la Révolution, la succession était répartie entre tous les enfants. En conséquence, plus une famille avait d'enfants, plus il était difficile de garder le patrimoine intact. La plupart des Français étaient agriculteurs, et il était important pour eux de transmettre la ferme familiale en un seul morceau aux générations futures. Ils auraient donc réagi à ce changement de droit de succession en faisant moins d'enfants. Peut-être. Cette hypothèse pourrait expliquer la courbe après le changement de loi à la Révolution française, mais comme on le voit sur le graphique, les familles avaient déjà commencé à faire moins d'enfants sous l'Ancien Régime, avant la Révolution française. En fait, l'explication semble être moins pragmatique et plus spirituelle. J'ai trouvé l'article de Guillaume Blanc fascinant, mais pas juste pour ses résultats. La façon de les obtenir est également très créative. Si on regarde région par région, celles où l'Église était plus faible avant la Révolution, comme la Provence ou le bassin parisien, sont aussi celles où la fécondité baisse en premier. Pour la religiosité, j'utilise plusieurs indicateurs. La part du clergé réfractaire en 1791, c'est-à-dire les prêtres qui ont refusé de prêter serment à l'État, qui était séculaire, pendant la Révolution. C'est un bon indicateur de l'attachement local à l'Église juste avant la Révolution. Les prénoms religieux. Je regarde la part de prénoms religieux au fil du temps, et on voit une baisse claire dès les années 1750. Et enfin, des études de cas historiques, comme celle de Michel Vauvel en Provence, qui montrent que dans les testaments, les gens arrêtent de parler de Dieu, arrêtent de demander des messes, etc. Ce qui ressort de son analyse, c'est que la sécularisation de la société française a eu lieu avant la Révolution, et que c'est ça qui a déclenché la diminution des naissances. Il y a un lien causal entre les deux. Je fais ce qu'on appelle une approche épidémiologique. Je compare des gens nés au même endroit, mais dont les parents viennent de régions plus ou moins religieuses. Et même après migration, les enfants de parents venus de régions moins religieuses ont moins d'enfants. C'est un très bon moyen d'isoler le rôle de la culture de celui des institutions. Le lien entre religion et fécondité fait beaucoup débat, mais il est quand même assez explicite. Le fameux « soyez féconds et multipliez » de la Genèse peut être pris comme un ordre. Après tout, c'est vrai qu'ils ne disent pas « s'il vous plaît ». Et en effet, il y a pas mal d'exemples de groupes religieux qui ont été féconds et qui se sont multipliés. Les Hutterites sont une communauté religieuse qui vivent au Canada et aux États-Unis et qui viennent historiquement de Moravie, en République tchèque. Faut pas les confondre avec les Amish, qui eux viennent d'Alsace, ni avec les Ménonites, qui eux viennent des Pays-Bas, ni avec les Quakers, qui eux viennent d'Angleterre. Bref, donc, comme beaucoup d'autres groupes religieux, ils vivent en circuit fermé et ils sont agriculteurs, mais ils avaient surtout la particularité d'avoir les taux de fécondité les plus élevés de la planète dans les années 40, avec une moyenne de 10 enfants par femme, quand même. En moyenne. Autre exemple. En 2007, le patriarche de l'église orthodoxe géorgienne fait une annonce. Pour résoudre le problème de la crise démographique géorgienne, il va lui-même baptiser le 3e enfant de chaque famille.
qui conduit des baptêmes de masse dans tout le pays, et effectivement, des chercheurs ont pu observer le résultat. 40 000 naissances en plus grâce à cette mesure religieuse. Le lien entre religion et fécondité est rarement aussi limpide, surtout de nos jours. Mais c'est vrai que ça semble un peu intuitif que la sécularisation de la société française au XVIIIe siècle ait amené les gens à être moins féconds et à moins se multiplier. Et donc, il reste une question qui est irrésolue. Pourquoi est-ce que les gens ont décidé de ne plus accorder autant de pouvoir à la religion, spécifiquement dans ce pays ? C'est quoi ? C'est le pinard ou le complexe de supériorité ? La réponse honnête, c'est que on sait pas vraiment. Peut-être que c'est l'esprit gaulois, l'exception culturelle française, le je ne sais quoi d'un pays qui aurait plus de fromage que de gares de train. J'ai un petit doute sur comment ils ont compté le nombre de fromages quand même, on va pas se mentir. Mais il est possible aussi que ce soit tout simplement un ras-le-bol apparu après des décennies d'extrémisme religieux en France au XVIIIe siècle. Je vous raconte rapidement. Contrairement aux pays du Nord voisin, la petite fille aînée de l'Église n'a vécu que très faiblement le courant protestant. En fait, c'était même l'inverse. Après le Concile de Trente, le courant anti-protestant est devenu très violent en France et a culminé avec le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. Alors que le monopole catholique était déjà total, le jansénisme est apparu. Ce mouvement catholique rigoriste a trouvé un écho populaire grâce à la traduction de la Bible en français et s'est lancé dans une critique acerbe du pouvoir religieux en place, et particulièrement des jésuites. En très résumé, de nombreux conflits, parfois théologiques et parfois plus concrets, ont agité la chrétienté, avec des bulles papales, des gens qui faisaient des convulsions en public. Bref, c'était une période où la religion était très bruyante, et il est possible que les Français de l'époque en aient juste eu un peu marre de tout ça. Vos gueules, vous nous saoulez tous, on devient laïque. À force de tension, de rigidité et de contrôle moral, une partie de la population, surtout dans les régions comme la Provence, a commencé à se détourner de l'Église. Moins de dons, moins de messes, des testaments sans Dieu. Ce désengagement religieux a ensuite ouvert la porte à un changement de comportement, y compris sur la fécondité. Peut-être. Comme l'a montré Guillaume, les endroits qui se sont sécularisés le plus vite sont les endroits où l'un ou l'autre des extrêmes était le plus fort. Donc c'est vrai que ce scénario pourrait coller. Après, si vous avez une hypothèse qui explique pourquoi nos ancêtres ont arrêté d'appliquer les enseignements de l'Église dans leur ligne nuptiale, n'hésitez pas à le proposer en commentaire. Dans tous les cas, cette diminution de la fécondité a été très importante dans la suite de l'histoire du pays. Premièrement, en faisant moins d'enfants volontairement, les Français se sont sortis tout seuls du piège malthusien. Ils avaient accès à un plus haut PIB par habitant et les conditions de vie se sont améliorées sur le long terme alors que la transition démographique s'installait. Deuxièmement, la France a un peu perdu sa place comme la terreur du continent. L'effet ne s'était pas encore trop fait sentir pendant les guerres napoléoniennes, parce que la démographie a toujours beaucoup d'inertie, et Napoléon pouvait effectivement compter sur plus d'1 million de recrues à n'importe quel moment pour ses objectifs militaires. Mais 70 ans plus tard, la France était arrivée au bout de son capital humain, et la réalité est arrivée sous la forme d'une Prusse un peu taquine, avec des casques rigolos. Puis, une première guerre mondiale complètement dévastatrice. Des historiens comme Fernand Braudel se sont d'ailleurs demandé si la France n'avait pas cessé d'être une grande puissance, non pas, comme on le pense généralement, le 15 juin 1815 sur le champ de bataille de Waterloo, mais bien avant, sous le règne de Louis XV, lorsque la natalité naturelle a été interrompue par des Français décidément vraiment originaux. L'exemple de la France est très intéressant pour comprendre la période actuelle. La fécondité de notre espèce diminue depuis les années 60 et on sera en dessous du seuil de renouvellement d'ici la fin du siècle. Ce que ça veut dire, c'est que l'humanité dans son ensemble est en train de terminer sa transition démographique. On vit vraiment un événement historique à l'échelle de notre espèce, mais les inconnus qui arrivent avec ça font peur à beaucoup de monde. Il y aura moins d'humains dans le futur, donc moins de travailleurs, donc moins de consommateurs pour faire fonctionner l'économie, et ainsi de suite. La croissance sur laquelle notre système entier est basé pourrait s'effondrer. Mais si l'histoire de notre pays est une indication fiable, peut-être que ça ira. La France a littéralement montré qu'on pouvait avoir une fécondité qui diminue sans révolution industrielle et rester malgré tout un pays très riche, où la qualité de vie est meilleure de génération en génération de façon mesurable. En bref, même les pays peuvent vieillir avec grâce, et ça c'est une plutôt bonne nouvelle pour le futur de l'humanité. Pas mal, non ? C'est français. Merci encore à MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo. Tous les liens sont en description si jamais vous aussi vous voulez faire votre arbre généalogique. Merci aussi à vous d'être toujours là et de me permettre de me plonger à fond dans des sujets un peu méconnus comme ça. Et merci tout particulièrement aux donateurs et aux donatrices qui font tourner la chaîne. Vous êtes chouettes. D'ailleurs, en parlant de sujets obscurs, le prochain épisode devrait vous surprendre, je pense. Et il arrive très vite. À bientôt.